Bonjour à tous, donc Laurent Libert de l'IFIP et tout ce qui est bon dans le cochon. Alors, mon intervention, ce sera sur la thématique la filière porcine transforme des végétaux en protéines animales. Donc, le cochon, en fait, recycle des coproduits végétaux en protéines animales. On considère qu'il faut à peu près 2,3 kg de protéines végétales pour faire 1 kg de porc conventionnel, bien sûr, de l'animal entier. Mais dans ces protéines qui sont consommées par le porc, finalement, il n'y en a que 30% qui sont consommables par l'homme, ce qui fait à peu près 0,7 kg. Voilà. Si on va plus loin, ce cochon, quand on regarde, il y a 87% du cochon qui est consommable par l'homme, soit 0,87 kg. Et on parle alors d'efficience protéique nette, qui est positive finalement, puisque c'est 1,2. Voilà. Donc le cochon valorise mieux, plus que ce qu'il consomme. C'est un producteur net de protéines. Si on rentre un petit peu dans le détail et qu'on regarde, on voit que le porc est la deuxième filière la plus efficiente. Alors bien sûr, il y a une forte variabilité. Hein. C'est le schéma complètement à gauche, hein, où on voit qu'il y a une grande variabilité entre 0,4 et plus de 1. Et cette variabilité, elle vient notamment, par exemple, des filières bio, qui sont moins efficientes. Pourquoi? Parce que l'indice de consommation est plus élevé, du fait d'une productivité plus faible, du fait qu'on n'ait pas d'acide aminé de synthèse, et donc on a une moins bonne valorisation des protéines disponibles. Les filières les plus efficientes, finalement, ce sont les rations riches en maïs, qui sont riches aussi en coproduits de céréales, de pois, de tourteaux de colza et de tournesol. Et une des voies de progrès, ou des voies de progrès, il y en a deux, c'est augmenter la part de coproduits. Alors, on va revenir justement sur ce sujet, c'est l'intérêt, et l'alimentation de précision. Et moi, je vais plutôt vous parler des coproduits. Qu'est-ce qui existe, de quoi parle-t-on de coproduits, qu'est-ce qu'il existe comme coproduit, et qu'est-ce qui est valorisé. Alors, les coproduits utilisables, de quoi parle-t-on? Il y a plusieurs produits bien connus, notamment tous les produits de la transformation des grains. Les plus connus, bien sûr, c'est les issues de céréales et les tourteaux. Depuis quelques années, maintenant, il y a aussi la transformation du grain en agrocarburant, avec les drèches, les pulpes, mais aussi des produits liquides connus depuis très longtemps par les éleveurs, hein, qui sont issus de l'amidonnerie. Xavier vient d'en parler, j'en reparlerai un petit peu plus après. Après, il y a l'industrie laitière, bien sûr, toujours avec les plus connus qui sont les lactosérums, ce qu'on appelle les babeurs aussi, mais aussi des produits transformés. Hein. Des éleveurs peuvent utiliser de la crème glacée, des glaces, des crèmes dessert, et parfois des produits déclassés, les casses, des yaourts non consommés. Ça peut aussi arriver chez les éleveurs. La troisième grande famille, c'est tout ce qui est issu de la boulangerie, biscuiterie, pâtisserie. Les plus connus, les plus utilisés aussi depuis très longtemps, c'est les mélanges de biscuits, à destination notamment de l'alimentation du porcelain, mais pas que. Il y a les pâtes à pain aussi, hein, dans les industries de la boulangerie. Les pâtes à pain peuvent retourner chez les éleveurs. Les pâtes à biscuits et les biscuits avec des faux sous emballage, bien sûr déballés, puisqu'on ne donne pas les emballages aux cochons. On va un peu plus loin maintenant, un peu moins connu, tout ce qui est filière de transformation des fruits et des légumes. Alors, il y a les pyrépelures pour la pomme de terre, mais il y a aussi les écarts de tri de légumes secs, par exemple, les lentilles, les pois. Hein. Sur le marché de l'alimentation humaine, on ne met que des lentilles et des pois entiers. Dès que c'est cassé, ben, ça peut aller à l'alimentation animale. Des compotes aussi, hein, quand il y a des problèmes de fabrication de compotes, de confitures, des jus de carottes dans les landes, par exemple, hein, quand on fait le travail de la carotte pour en mettre en conserve, eh ben, il y a un produit de nettoyage qui est du jus de carotte qu'on peut donner aussi aux cochons. Après, il y a les issues des boissons, alors le vin, la bière et autres. Également, les plus connus, c'est tout ce qui est levure de bière déshydratée, mais aussi la levure liquide. Hein. Les brasseries, les grosses brasseries ont parfois de la levure liquide qui va à destination de l'alimentation animale, les vinasses et le marc de pomme. Enfin, les plats préparés, là, c'est plutôt un champ des possibles parce que c'est très local. Mais il y a un hic dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas de produits carnés dans ces produits-là. Donc, ce qu'on retrouve, c'est des fins d'eau de matières premières, des erreurs de préparation, des nettoyages de circuits et des erreurs de fabrication. Préparation et fabrication sont deux choses différentes. Voilà. Comment se fait la commercialisation des coproduits? Il y a plusieurs réseaux. Il y a des coopératives spécialisées. Par exemple, dans le nord de la France, il y a une coopérative qui s'appelle NoraPro, qui commercialise des coproduits. C'est une coopérative d'agriculteurs, éleveurs essentiellement, porcs et bovins. Et ils se sont regroupés pour s'approvisionner en coproduits qui sont produits dans la région du Nord. Il y a des groupements de producteurs de porc, hein, qui ont aussi des services d'approvisionnement et qui permettent de commercialiser les coproduits auprès de leurs adhérents. Il y a des entreprises spécialisées, une bien connue en France, c'est Margaron, mais aussi les producteurs, les transformateurs, enfin les agro-industriels qui peuvent aussi être fournisseurs. Il y a deux cas de figure. La petite entreprise qui a un petit volume et qui va négocier en direct avec un éleveur de porc voisin et qui aura un client quasi unique qui sera cet éleveur de porc. Puis après, il y a des entreprises beaucoup plus grosses, comme par exemple la société Roquette, hein, qui fait de la féculerie, de la midonnerie et des ingrédients végétaux.
et qui aujourd'hui commercialise elle-même une grosse partie de ses coproduits avec une vingtaine de coproduits aujourd'hui identifiés. Pour eux, c'est devenu un business et une matière première. Voilà. Alors la valorisation des coproduits par les éleveurs, c'est une histoire très ancienne, hein. N'oublions pas que le cochon, il était élevé avant à côté de la cuisine et qu'on lui donnait à manger ce qu'on ne mangeait pas. C'est sur l'ensemble du territoire, en fait. Dès lors qu'il y a une industrie agroalimentaire et un élevage de porc à proximité, il y a utilisation de coproduits. Mais c'est aussi la valorisation locale qui peut conduire à des IGP, par exemple la saucisse de Morteau, dans lequel on demande l'utilisation de lactosérum. Et elle est grandement facilitée en alimentation porcine. Pourquoi? Parce qu'on a des machines à soupe et que finalement, la machine à soupe permet quand même une grande valorisation de produits plus ou moins liquides. Alors, les gisements et la valorisation des coproduits, la dernière enquête nationale du RESEDA en 2007, c'est la dernière enquête qu'on a eue un peu complète, 2017, qui a eu lieu. C'est une enquête qui a été tournée vers les entreprises productrices, avec 3 grands secteurs représentés, les oléoprotagineux, la sucrerie et la midonnerie. Il y avait peu de données sur les industries agroalimentaires de deuxième transformation, très peu de données sur les coproduits liquides, et il n'y avait pas ou peu de données sur l'utilisation directe en élevage. Ceci dit, il y avait quand même des informations intéressantes, c'est que il y a eu une enquête, la précédente c'était entre 2007 et entre 2007 et 2016, il y avait eu une progression de presque 3000 tonnes de coproduits en volume de matière sèche qui est à destination de l'alimentation animale. Donc il y a quand même toujours eu une augmentation depuis ces années-là vers l'alimentation animale. Mais il y a d'autres valorisations, la valorisation énergétique, la valorisation agronomique. Il est vrai que de temps en temps, on met directement les coproduits dans les terres. Et autres valorisations, dont parfois l'alimentation humaine, mais ça reste assez minoritaire. Plus récemment, il y a eu un projet COPRAM en 2021 qui a été réalisé par l'IDEL, le RESEDA et l'Agria Grand Est. Alors, c'était un peu plus ouvert aux IA, puisqu'il y avait des fruits et des légumes qui sont rentrés dedans. C'était très orienté bovin. Il y avait quelques données sur les volumes en porc. Il y avait 9 élevages dans cette enquête. Et sur à peu près 25 000 tonnes de produits qui avaient été recensés, grosso modo, il y avait 44%, un peu plus de 44% c'était du lactosérum, 44% c'était des solubles de blé, et puis après on retrouvait d'autres produits plus minoritaires comme la crème de pois, un peu de tourteau de soja, mais c'est très très minoritaire, vous voyez 1%, les tourteaux, un peu de pulpe de raisin, mais vous voyez qu'il y avait deux grandes classes, c'était le lactosérum et les solubles de blé. Autre enquête également co-organisée par le RESEDA avec l'AREA en 2019 en Normandie. Elle était un peu plus ouverte, un peu plus axée vers les éleveurs, mais là aussi, il y avait peu de représentation d'éleveurs. Il n'y avait que 9 éleveurs qui avaient répondu. Et là, on était sur une enquête autour de 15 000 tonnes de produits bruts. Et vous voyez que le lactosérum était encore très largement représenté, puisque c'était 41% de produits. Mais il y avait un peu plus de diversité derrière, puisqu'on avait la purée de pommes de terre, hein, qui est issue du travail et la production de pommes de terre, 16%. La crème de pois, qui est issue du travail du pois par la midonnerie, du yaourt, des solubles de blé donc déjà, et la pâte à pain. Donc déjà, on avait une diversité un peu plus grande de ce qu'on retrouve en industrie agroalimentaire. Alors, une enquête bien plus ancienne, qui avait été faite en 2008 par l'IFIP et l'Interport Rhône-Alpes. C'était sur des entreprises plus petites. Il y avait 70 entreprises qui ont été enquêtées sur 104 recensées. Elles avaient toutes plus de 20 salariés. Les activités des entreprises qui étaient enquêtées, c'était également produits du grain, produits laitiers, fruits et légumes aussi, puisqu'il y en a beaucoup, des conserves, des fruits confits, des conditionnements de fruits, des légumes frais, du jus de fruits, du chocolat. C'était un peu plus diversifié. Et on avait regardé là beaucoup plus sur la valorisation, puisque c'était commandé par la filière porcine, donc on allait jusqu'à la valorisation. Et quand on regarde, hein, si on prend la valorisation des coproduits des céréales, des issues de céréales, enfin de tout ce qui était boulangerie, etc., en fait, on voyait qu'il y avait déjà des volumes assez importants qui allaient en alimentation porcine, hein. Tous ces produits-là, on voit, tout ce qui est bleu, c'est consommé déjà par le porc. Alors, on parle de tonnage de matière sèche par an, on parle de 200 tonnes, 1000 tonnes pour la semoule, par exemple. Ce n'est pas des volumes extraordinaires, mais c'est déjà très largement utilisé. Alors après, il y a des exceptions. On voit par exemple sur la pâte à pain crue, il y avait 76 tonnes sur 88 qui allaient en déchets. DIB, c'est les déchets ultimes. Donc il y a encore des progrès à faire, il y a toujours des progrès à faire. La biscotte, alors l'alimentation animale, quand on parle d'alimentation animale, ça veut dire qu'on ne l'a pas ciblée pour le porc. Ça peut aller pour le bovin ou la volaille. Donc on voit quand même que dans tous ces produits, c'est très large. Vous voyez, il y a des cracottes, des blédines, des pâtes à biscuits, de la viennoiserie, du pain. Tout ça, ça va quand même largement déjà vers le cochon. Sur les produits, les filières laitiers, là également, il y avait quand même une bonne valorisation de certains produits comme les lactosérums. Alors acides, puisque les doux, la totalité ou quasi-totalité du lactosérum doux était transformé en poudre de lait. Donc on est en 2008. Hein. Et les lactosérums acides, c'était assez réparti entre l'alimentation porcine et la poudre de lait. Mais il y a quand même des produits qui allaient directement en station d'épuration. Vous voyez, le lait écrémé,
Alors certes, c'est un volume assez faible, hein, autour de 150 tonnes, mais la grande majorité allait en station d'épuration. Et on avait par exemple la crème fraîche qui était, alors petit volume, 16 tonnes, mais qui allait entièrement en déchets. Alors pourquoi ces petits volumes? Parce que justement, parfois, quand c'est des petits volumes, c'est très difficile de trouver des repreneurs. Voilà. Mais grosso modo, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y avait 50% des poudres de lait, 51% des coproduits laitiers qui allaient en poudre de lait et 44% qui allaient déjà en alimentation porcine. Donc il y avait déjà une bonne valorisation de ces coproduits. Alors les fruits et légumes, c'est un petit peu un peu plus rare. Les agrumes, eh ben, en fait, la totalité de ce qui avait été recensé allait en compostage. Les drèches de fruits, il y en avait un petit peu en alimentation animale, mais plutôt bovin, très peu et beaucoup en compostage. Les compotes de pommes, il y avait une grosse usine relativement grosse, tout allait à l'alimentation porcine. Les jus de fruits, par exemple, ça allait entièrement en station d'épuration. Le chocolat aussi, le cochon aime bien le chocolat. Hein. On ne donne pas de la confiture et du chocolat au cochon, bah si, on en donne. Et la crème de marron, elle est plutôt en alimentation animale. Là, c'était aussi également plutôt destination des bovins. C'est des petits volumes, mais à chaque fois, ça permet d'éviter d'aller en déchets ultimes. Alors là, on voit qu'il y a d'autres destinations, l'épandage, station d'épuration. Il y a peut-être encore moyen d'améliorer les choses. Alors, les freins à l'utilisation des coproduits, il y en a plusieurs. Il y a des freins réglementaires. Il y a toujours un certain flou entre la notion de coproduit et le déchet, et qui n'est pas évidente pour les industries de l'agroalimentaire. Alors, c'est le rôle parfois des coopératives, parfois des coopératives type NORAPRO, des coopératives, les groupements de producteurs ou des entreprises privées, d'accompagner ces entreprises à faire en sorte que ce ne soit pas des déchets. Parce qu'une fois qu'ils sont devenus déchets, on ne peut plus rien en faire. Tant qu'ils ne sont pas déchets, on peut en faire quelque chose. Mais ça demande quelques règles de fonctionnement, de règles mises en place dans l'entreprise pour bien faire la différence entre ce qui est un déchet et ce qui n'est pas un déchet. Il y a toujours cette problématique autour des coproduits contenant des produits carnés. Hein. On n'a toujours pas le droit facilement de donner des farines animales ou des produits d'origine animale aux cochons. Donc ça pose un problème parce qu'il y a un vivier important, enfin un tonnage important de coproduits que le cochon ne peut pas valoriser aujourd'hui. Il y a aussi des règlements spécifiques qui parfois compliquent les choses, mais qui évoluent sur les produits laitiers. Il y a parfois des petites adaptations, des petites lectures des règles où on ne sait pas trop où mettre les produits, où leur utilisation est plus compliquée. Ça a été vrai pour les autres produits qui sont devenus plus facilement utilisables. Il y a aussi des ambiguïtés avec certains additifs qui sont autorisés en industrie agroalimentaire, mais qui ne sont pas officiellement utilisés en porc, en alimentation animale. Donc, s'ils en contiennent, comment on fait? Alors, il y a des petites adaptations, parfois, ça demande un peu de discussion avec les pouvoirs publics pour arriver à leur utilisation. Il y a aussi quelque chose pour les éleveurs, c'est le montant des investissements, parce que utiliser des coproduits demande des investissements de stockage souvent spécifiques, assez coûteux malgré tout. Il faut donc que le produit soit disponible à assez long terme pour pouvoir être valorisé. Voilà. Et puis après, il y a un autre frein, c'est la caractérisation nutritionnelle de ces produits. Dès qu'on a ces produits sont peu connus, on a peu de données sur les valeurs énergétiques, sur les valeurs des acides aminés. Il y a des variabilités importantes dès qu'ils sont liquides en termes de matière sèche. Donc, de grandes variabilités dans les lots. C'est difficile aussi à appréhender. Et puis, il y a les évolutions de process qui peuvent aussi parfois faire évoluer le produit, qui fait qu'il est plus difficile à être valorisé. Voilà. Les concurrences qui existent, c'est les concurrences entre espèces. Il y en a entre le bovin et le porc, certainement. Alors, elles sont plus vraies dès qu'on est sur les tourteaux, dès qu'on est sur les issues de céréales. C'est déjà beaucoup moins vrai dès que sur un produit riche en eau, parce qu'il n'y a pas tellement de concurrence à la part de nos amis bovins ou volailles. Il y a aussi des contraintes liées au cahier des charges. Dès lors qu'un cahier des charges impose, par exemple, 70% de céréales issues, il va être difficile d'utiliser un coproduit. Voilà. Il y a la filière énergie avec la méthanisation. On en entend parler. Je n'ai pas d'idée de volume aujourd'hui. Alors, c'est vrai que ça peut être très local, très, très régional, mais je pense quand même qu'il faut valoriser d'abord ce qu'on peut valoriser pour les cochons. Et puis, il y a l'exportation qui a toujours existé. Historiquement, il y a des biscuits qui sont envoyés en Espagne pour être reconditionnés, pour être revendus dans les usines d'alimentation du bétail en France. Vous avez des coproduits qui partent du nord de la France pour aller vers les Pays-Bas ou la Belgique. Et ça, c'est pareil, c'est des choses qui existent depuis de nombreuses années. Et selon les disponibilités, selon les volontés de paiement, ça fait que le produit est plus ou moins disponible. Et demain, qu'est-ce qui peut se passer? L'augmentation du coût de l'énergie, on aurait tendance à penser que ça peut augmenter la disponibilité de volume en coproduits humides, parce que sécher des coproduits humides, c'est un coût énergétique fort. Quid de demain? C'est possible que les quantités augmentent. Ça a été vrai, je ne sais pas si c'est là encore, mais ça a été vrai pour l'industrie laitière, parce qu'on a séché un peu moins de lait, ou des produits laitiers pour des raisons économiques, de coût. Je sais que dans l'industrie de la midonnerie, ils font évoluer les process pour moins déshydrater, parce que finalement, c'est moins coûteux pour eux. Donc, il y a un peu plus de volume, mais il y a aussi plus de concurrence. La concurrence avec l'alimentation humaine,
Elle est vraie pour partie sur les issues de céréales. Elle est déjà pour moi impossible pour les coproduits humides. Et après, il peut y avoir potentiellement des fois des petits ingrédients qui sont dans un coproduit qu'une entreprise va pouvoir utiliser, mais elle utilisera 2-3% du volume. Et le reste, il faudra bien le remettre sur le marché. Voilà. Je vous ai parlé de l'évolution du marché des process. Il y a eu des exemples, par exemple, très forts. Le développement des agrocarburants a fait arriver des drèches qui n'existaient pas. Les drèches de blé humide et les drèches de maïs, elles n'existaient pas sur le marché. Elles sont arrivées parce qu'il y a les agrocarburants. C'est totalement vrai aussi pour les tourteaux de colza et les tourteaux de tournesol. Les disponibilités étaient très faibles. Ils sont arrivés massivement. Un autre produit qui est connu dans l'Or qui s'appelle le Corami, ses volumes ont diminué, mais apparition d'un nouveau produit qui s'est appelé le Corami BE pour bioéthanol. Et puis après, moi, je me pose une question, quelles conséquences de l'interdiction des véhicules thermiques à long terme, en Europe, on en parle. Est-ce qu'on aura encore ces produits et quel volume on aura de ces produits? Et puis, il y a cette fameuse évolution réglementaire sur les produits carnés qu'on souhaiterait. On pourrait éventuellement envisager demain d'avoir, que je dis souvent, j'aime bien le dire à des étudiants, quand vous avez des raviolis en boîte, je ne citerai pas la marque, bien cuits, vous avez le droit de la donner à vos enfants, mais s'ils ne sont pas bien cuits, vous n'avez pas le droit de les donner aux cochons. Ça me pose toujours question. Voilà. Et en conclusion, dans le cochon, tout est bon. Oui, et tout est bon pour le cochon, mais si les produits sont bien caractérisés. Parce que ça, c'est une nécessité que de bien caractériser les coproduits pour bien les utiliser.